Bonjour à toutes et à tous. Le Bitcoin est-il l'or du XXIe siècle? Cette question est récurrente dans la presse économique grand public. Une comparaison entre ces deux actifs qui peut sembler faire sens, un vocabulaire proche, des principes similaires d'indépendance du système bancaire notamment, mais à y regarder de plus près, on peut trouver de nombreuses divergences. Pour tenter d'y voir clair, de vous permettre de vous faire un avis, j'ai le plaisir d'accueillir Owen Simonin, aka Asher, sur YouTube. Il propose à ses 431 000 abonnés, j'ai regardé juste avant le début, des vidéos de vulgarisation sur les crypto-monnaies, les innovations dans les fintechs. On peut le dire, vous êtes un Bitcoin fan. On peut dire que je suis un Bitcoin fan. Fergan Aziari, vous êtes délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, spécialiste de l'analyse des politiques publiques, y compris monétaires. Vous avez publié il y a moins de 2 mois aux presses de la Cité un livre sur un sujet finalement pas si éloigné du sujet de ce soir, les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée, le mythe de Prométhée qui illustre l'apport de la connaissance aux hommes. On pourrait ainsi faire déjà un autre ouvrage à propos du Bitcoin, les banquiers traditionnels contre la modernité. Je vous ai découvert, Fergan, en mai 2021 dans une émission de Pascal Perry sur LCI où vous avez défendu le Bitcoin bec et ongle, alors que sincèrement, j'ai revu l'émission hier, ça partait vraiment mal. Le titre étant Bitcoin qui veut perdre des milliards. Et la première question du présentateur, je me demande si ce n'est pas une arnaque. Eh bien, avec beaucoup de courage, ce jour-là, vous n'êtes pas parti, moi je l'aurais fait, et vous avez expliqué longuement les crypto-actifs. Autant dire que ce soir, je vais avoir le rôle du challenger pour défendre l'or face à deux monstres sacrés des crypto-monnaies. Fergan, pour revenir à notre sujet du jour, pour vous, pourquoi le Bitcoin est-il comparé à l'or? Il est comparé à l'or dans la mesure où ceux qui ont inventé le Bitcoin l'ont fait finalement en s'inspirant des mécanismes du fonctionnement de l'or et l'ont fait aussi en réaction à la dislocation de l'étalon or au cours du XXe siècle. Alors faisons un petit peu d'histoire pour comprendre pourquoi le Bitcoin aujourd'hui en tout cas a vocation pour ses partisans à succéder, en tout cas à compléter l'or et l'étalon or. Pourquoi l'humanité s'est-elle longtemps arrêtée sur l'or pour en tout cas les fonctions monétaires, alors qu'on a expérimenté diverses marchandises en guise de monnaie? Certaines sociétés humaines ont expérimenté des coquillages, des denrées alimentaires, Le des sel. pots, le sel, tout à fait. En Asie, on a expérimenté le riz. On a expérimenté toutes sortes de marchandises pendant des milliers d'années. Et finalement, on s'est arrêté sur les métaux précieux et sur l'or en particulier, pas pour des considérations arbitraires, mais parce que l'or a des propriétés chimiques qui, en tout cas, lui permettent d'occuper les fonctions traditionnelles de la monnaie. On les rappelle, une monnaie, ça sert à quoi? C'est un actif qui a 3 fonctions, fonctions que Aristote avait déjà rappelées durant l'Antiquité, fonction d'instrument d'échange, fonction d'unité de compte, fonction de réserve de valeur. Pour que ces fonctions soient correctement remplies, l'actif qui prétend au statut de monnaie doit être pourvu de plusieurs caractéristiques, plusieurs qualités. Idéalement, cet actif doit être facilement transportable, c'est mieux, facilement divisible en sous-unités, durable, doit résister donc à l'usure du temps, et enfin et surtout, et j'insiste sur ce critère, cet actif doit être rare, doit faire l'objet d'une certaine rareté. En ce sens, l'or a longtemps été finalement le candidat naturel, c'est un métal très rare, puisqu'aujourd'hui, un petit chiffre, si on prend tout l'or extrait par l'humanité depuis le début de son histoire, ça peut tenir dans un cube de 21 mètres de côté. Donc c'est pas beaucoup. Et la rareté favorisant la cherté, l'or a fini par apparaître comme l'instrument d'échange et d'épargne le plus crédible au sein du monde civilisé. Simplement, malheureusement, cet instrument a été perverti et corrompu par les États. C'est-à-dire que les États ont toujours été tentés de pratiquer le faux monnayage. Au début, c'était en trafiquant les métaux et en altérant la qualité et la quantité de métaux dans les métaux précieux. Et puis avec l'apparition du billet de banque qui, hier, servait à faciliter le commerce des métaux précieux pour qu'on ne soit pas obligé de le déplacer, la monnaie a complètement été pervertie par les gouvernements puisque voyant finalement le billet de banque comme un substitut à l'usage de l'or, les gouvernements ont très vite été tentés de faire marcher la planche à billets, de faire du faux monnayage pour s'accaparer discrètement les ressources de leur sujet. Et donc, cette corruption, petit à petit,
a fini par déboucher sur l'abandon total de l'étalon or au cours du XXe siècle, avec la décision de Nixon de mettre fin au système de Bretton Woods. Et donc depuis, on est dans un système où finalement notre monnaie n'est plus adossée à un actif rare, avec donc une capacité illimitée des gouvernements à faire du faux monnayage, ce qui se traduit par une dilution continue du pouvoir d'achat de la monnaie. Le dollar a perdu plus de 80% de sa valeur depuis la fin de Bretton Woods. L'euro lui-même a perdu environ 30% de sa valeur depuis son introduction. Et donc c'est en réaction finalement à ce faux monnayage illimité que le Bitcoin est apparu, puisque cet actif est aujourd'hui administré par un protocole informatique qui promet qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions d'unités en circulation. Donc on tente de répliquer la rareté intrinsèque d'un métal comme l'or afin de restaurer finalement un actif qui puisse servir de réserve de valeur crédible, ce que ne sont plus aujourd'hui les monnaies traditionnelles. Alors Owen, est-ce que vous avez l'impression, vous qui êtes dans les cryptos depuis quasiment depuis le début, faire partie des chercheurs d'or? Et est-ce que cette communauté-là, que vous connaissez bien, a un esprit de chercheur d'or? Alors, ne serait-ce que sur les termes, on le retrouve. Les mineurs de crypto-monnaies, le mot minage vient de là. En fait, à l'origine, quand on faisait tourner son ordinateur, le système est fait pour que ce soit sécurisé et que ce soit totalement, on va dire, aléatoire. Pour sécuriser le protocole, on fait en sorte de ne pas savoir quel est le prochain ordinateur qui va sécuriser ce qu'on dit le prochain bloc dans la blockchain. Et donc, il y a un système qui va tirer aléatoirement un prochain mineur, donc un prochain ordinateur qui va sécuriser une transaction et récupérer des bitcoins. Ça a évolué aujourd'hui, un petit peu comme le sel et le salaire. On en a gardé le mot, mais ce n'est plus du tout l'origine. Eh bien, pareil, le minage n'a plus vraiment, enfin le mot, on pourrait vraiment le changer dans le sens où maintenant c'est modifié. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une personne qui gagne et tous les autres mineurs qui attendent. C'est de l'industrie. C'est-à-dire qu'on a créé ce qu'on appelle une pool de minage et tous les mineurs se connectent à cette pool de minage et au lieu de se dire, bon, tu as une chance sur 1000 de gagner par jour des récompenses et sinon tu vas travailler pour rien, on va se dire, bon, tu te connectes avec 1000 autres personnes. Comme ça, tous les jours, il y a au moins un gagnant dans cette pool, c'est ce qu'on appelle une pool de minage, et on va diviser par 1000 la récompense à tout le monde. Ce qui veut donc dire qu'on n'est plus vraiment pareil, la personne qui partait avec sa pioche au-dessus de l'épaule et qui peut-être dans la journée allait trouver de l'or si elle avait un petit peu de chance et qu'elle tombait sur un filon. Mais en attendant, c'est vrai qu'il y a un discours qui est prêté, il y a un lien, et du coup, le sentiment vraiment au début d'aller sécuriser des crypto-monnaies, et moi je suis arrivé quand même relativement tard là-dedans, c'était en 2015, il y avait déjà des pools de minage, s'apparentait apparemment réellement, et par la communauté, comme vraiment on va brancher son ordinateur et peut-être qu'on arrive à sécuriser des transactions et récupérer des bitcoins. Donc il y avait un parallèle également au niveau du discours qui trouver la pépite, quoi. C'est ça. Et en plus de ça, on l'a dans les jeunes nouvelles crypto-monnaies. Peut-être que celle-là, c'est une prochaine monnaie qui, donc, on retrouve un petit peu de ça, sachant qu'on a également l'euphorie du jeu, de la spéculation. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ne sont pas porteuses des mêmes valeurs que Bitcoin. Beaucoup de gens se disent peut-être qu'on va trouver quelque chose et on sent ça abordable. Donc c'est drôle, mais au tout début, dans les crypto-monnaies, il n'y avait pas de régulation. On a commencé, tout le monde, ça a excité tout le monde, on en parlait de plus en plus. Quand on en parle, c'est parce qu'il y a une surmédiatisation. Quand il y a une surmédiatisation, il y a des nouveaux qui arrivent et tout le monde se sent capable d'eux. Là, on retrouve un sentiment de ruée vers l'or, un sentiment de Far West où c'était pas encore cadré et tout. Et ça a donné à beaucoup de gens un sentiment qu'ils n'avaient jamais connu, à tort ou à raison, à spéculation ou non, fondamentaux ou non, ce sentiment d'arriver, d'avoir le droit de participer à quelque chose de nouveau qui vient de se lancer. Et ce sentiment d'Eldorado, on peut vraiment faire un parallèle avec le sentiment de l'or et puis la ruée vers l'or, quoi, tout simplement. Fergan, vous avez peut-être remarqué, j'utilise moi le mot crypto-actif et pas crypto-monnaie, parce que vraiment, est-ce que le Bitcoin est une monnaie ? C'est une monnaie en devenir selon moi, c'est-à-dire que c'est effectivement aujourd'hui un actif qui est très jeune et donc qui n'a pas l'aire de circulation idéale d'une monnaie. Le but d'une monnaie, c'est qu'elle soit la plus universelle, la plus liquide, la plus échangeable possible. Donc c'est vrai qu'encore aujourd'hui, pour l'instant, à part effectivement quelques plateformes, même s'il y a une institutionnalisation progressive, on ne peut pas encore aller voir son boulanger, payer son pain, son café en bitcoin. Mais c'est un processus, à mon avis, qui est progressif. Vous savez, par exemple, l'émergence du billet de banque ne s'est pas faite du jour au lendemain. Quand le billet de banque en Europe apparaît vers le XVIIe siècle, au début, les gens étaient un petit peu méfiants. Mais pourquoi le mec m'échange ma marchandise contre un petit bout de papier? Donc, c'est un processus d'essai et d'erreur, c'est un processus de tâtonnement.
compte tenu du besoin auquel le Bitcoin répond aujourd'hui, moi je n'ai pas de doute sur le fait que son aire de circulation va progressivement s'étendre. C'est déjà d'ailleurs le cas, il y a quand même un processus d'extension du marché qui est assez rapide pour une monnaie qui, je le rappelle, fait l'objet de toutes les inimitiés, en plus étatiques et gouvernementales, ce qui rend le projet encore plus remarquable. Mais je perçois en effet cet actif comme une monnaie en puissance, même si aujourd'hui, effectivement, le caractère monétaire du Bitcoin n'est pas encore optimal. Ça, il faut effectivement le reconnaître, mais ça ne dit absolument rien de la part de marché future de cet actif et de sa vocation monétaire qui, à mon avis, ne fait aucun doute. Ouais, parce qu'à l'origine, hein, si on reprend le white paper, parce qu'en fait, c'est que les gens qui ne disent je ne connais pas le Bitcoin, je ne comprends pas ce que c'est, vous tapez Bitcoin white paper, vous allez trouver le texte fondamental qui définit le Bitcoin. Et dans la première phrase, il y a le terme, non pas monnaie, parce qu'en anglais, c'est pas le même, Cash. mais moyen de paiement. Voilà. Ouais, Ça parle de moyen de paiement. Peer-to-peer cash electronic system. C'est ça. Exactement. Donc, c'est bien prévu pour faire ça. Et moi, ma question, c'est pourquoi ce qui devait être un moyen de paiement libertarien finit par embarquer le pire du système financier, c'est-à-dire la spéculation. Il y a sa genèse déjà, rien qu'au niveau des volumes. C'est-à-dire qu'on voit sa spéculation parce qu'on regarde l'amplitude des cours. Mais je suis presque sûr que s'il y avait les mêmes volumes sur le Bitcoin que sur l'or aujourd'hui, on aurait à peu près la même volatilité. Ou alors qu'on s'en rapprocherait, que ça viendrait se tasser, que ça viendrait baisser l'amplitude. Après, je ne suis pas capable de... Mais certainement, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà le nombre d'utilisateurs, et rien que pour remettre une ordre de grandeur, l'intégralité des crypto-monnaies, c'est 2500 milliards de dollars. Je n'ai pas le prix de la supply de l'or au total, mais rien qu'un scandale de la finance traditionnelle... C'est le cinquième actif le plus liquide au monde. Voilà. Un scandale de la finance traditionnelle, les Pandora Papers, c'était 11 milliards. Donc l'intégralité de toutes les crypto-monnaies à l'heure actuelle, alors que ça fait 2-3 ans que ça se développe très fortement, c'est 20% d'un scandale de la finance traditionnelle. On est sur un truc qui est tout petit. Ensuite, l'amplitude se diminue quand même. Si on regarde de façon logarithmique les cours, et il y a eu des fois 100 en 2013 quand on est passé d'une dizaine de dollars à 1200. On a eu ensuite un x20 quand on est passé de 400-500 dollars en 2017 à 20 000 dollars. Et aujourd'hui, quand on passe d'un 20 000 dollars à un 60 000 dollars, on fait un x3. Et oui, il y a toujours une extrême volatilité si on fait une comparaison avec les actifs qu'on garde d'habitude. Mais moi, je prends le pari, et pour le coup, ce serait naturel que plus il y ait de volume et plus il y ait une conservation sur le terme et un usage également qui va le rendre utile, naturellement, ça va se baisser. Et la volatilité va devenir beaucoup plus tolérable pour ce que l'on peut considérer une réserve de valeur et une monnaie. Et ensuite, quand on dézoome un petit peu, on se rend compte également qu'il y a toujours individuellement sur les défauts qu'on peut avoir, notamment tout le monde ne l'utilise pas et on ne peut pas l'utiliser partout. Il y a déjà des solutions, c'est ce que Veracash a fait avec l'or et la carte. On peut dépenser, et là pour le coup, c'est pas simplement un prestataire qui propose des cartes de paiement, mais c'est bien Mastercard et Visa eux-mêmes qui permettent et qui expliquent qu'on va donner des outils aux commerçants pour accepter les crypto-monnaies. Donc je pense que le côté accessibilité, bien que différent d'accepter le Bitcoin lui-même directement, c'est vrai, malgré tout ce côté portabilité qui manquait dans certains domaines et dans l'accessibilité, tout comme dans l'or, ça peut être comblé. Pour revenir sur l'aspect spéculation, je trouve que accuser un actif d'être spéculatif, c'est un mauvais procès parce que tout actif est par essence spéculatif. C'est-à-dire que si j'achète une maison, si j'achète de l'or, si j'achète une voiture, idéalement, je voudrais qu'elle prenne de la valeur. Je n'achète pas une action de l'or pour voir sa valeur se déprécier. Oui, sauf que c'est une monnaie. Enfin, c'est parti pour être une monnaie. Donc oui, une monnaie, elle est aussi faite pour être échangée. Tout à fait. Là, en l'occurrence, est-ce que c'est pas la problématique d'une monnaie non circulante? Regardez les monnaies étatiques, elles font l'objet d'un marché spéculatif, le forex, le dollar, l'euro font l'objet de trading quotidien. Donc la spéculation, si on prend l'étymologie, c'est l'acte effectivement de parier. Dans la mesure où le futur est incertain, l'action humaine est nécessairement spéculative en toutes circonstances. On achète une maison dans l'hypothèse qu'elle prenne de la valeur. Alors parfois on se plante quand il y a une crise des subprimes, mais de manière générale, tout actif est par essence spéculatif. Alors maintenant la question qui se pose, c'est à quel point cet actif spéculatif, pour moi qui est un pléonasme, est crédible. Quand on voit aujourd'hui, encore une fois, les fondamentaux du Bitcoin, la promesse d'une monnaie déflationniste non susceptible d'être imprimée à volonté comme le font aujourd'hui les banques centrales avec les monnaies, il me semble que ce n'est pas déraisonnable de penser que même sur le court moyen terme, ces actifs sont quand même des réserves de valeur plus crédibles. Je rappelle simplement que la notion de réserve de valeur n'implique pas nécessairement une stabilité des prix. Ce qui implique avec l'idée de réserve de valeur, c'est que la valeur ne tende pas vers zéro. Or, quand on regarde depuis
la naissance du Bitcoin, on a certes une volatilité, mais avec des tendances haussières, et qui, à mon avis, ne peuvent que continuer, sauf accident. Mais étant donné la confiance de la communauté dans cet actif et la solidité de la promesse, son caractère quasi inaltérable, le fait que personne n'ait intérêt fondamentalement à changer le protocole informatique qui promet qu'il n'y a jamais plus de 21 millions d'unités, ces aspects-là font à mon avis que le Bitcoin a de beaux jours devant lui. Et surtout quand on voit ce que font les banques centrales. Moi c'est là-dessus aussi que je parie, puisque acheter du Bitcoin c'est aussi parier sur la connerie des banques centrales. Puis on a levé, pardon. On est d'accord que le Bitcoin ne pourra jamais être une valeur refuge comme l'est l'or, ou est-ce que vous pensez que ça pourrait être une valeur... Cette définition de la valeur refuge En fait, quand on regarde du coup les trois fonctions de la monnaie d'Aristote, le seul point qu'on peut aujourd'hui légitimement remettre en cause, c'est le côté réserve de valeur, parce que c'est encore trop volatile. Pour moi, le temps va faire... Enfin, la volatilité et l'amplitude du Bitcoin va tendre à se stabiliser, et donc va de plus en plus, jour après jour, être encore plus conforme à cette idée de monnaie et de réserve de valeur finalement. Bon, après, on peut remettre en cause les trois fonctions d'Aristote et dire qu'il y a un côté souverain qui, lui, le Bitcoin n'en veut pas très clairement. Et là, c'est ce qui me plaît beaucoup également, c'est que première fois technologiquement, on a fait un système où il n'y a pas d'intérêt que quelqu'un arrive à s'emparer de cette gouvernance. C'est-à-dire que non seulement il n'y en a pas, on essaye de faire un truc décentralisé, donc il n'y a pas une entité centralisée qui le contrôle, mais en plus de ça, on a réussi à faire un modèle où le seul moyen d'en abuser, du coup, c'est la taxe 51. En gros, pour faire simple, c'est pouvoir dépenser des bitcoins et en gros, soi-même dire au réseau, non, il n'y a pas de souci, je peux les redépenser. Et donc faire du faux monnayage, quoi, finalement. Et on a réussi à faire en sorte que, comme le réseau est transparent, même si quelqu'un arrivait à ce monopole, et techniquement, actuellement, c'est immuable, ce n'est pas possible, technologiquement, personne ne pourrait y arriver. Les gens ont craint que les Chinois y arrivent, avant qu'ils décident qu'il fallait actuellement, dégager quand on regarde les plus gros super-calculateurs, à l'époque peut-être, aujourd'hui, on regarde les plus gros super-calculateurs de la planète, ils n'arrivent même pas à avoir 0,01, je disais, c'est Alexandre Stachenko qui disait ça, c'est pas techniquement faisable. Mais même si ça l'était, on arrive à un moment où quelqu'un qui arriverait à avoir suffisamment, donc déjà il faudrait des investissements massifs pour avoir un contrôle technologique qui permettrait de prendre l'ascendant sur le Bitcoin, et ensuite en faisant ça comme le réseau est transparent, on se rendrait compte que quelqu'un arriverait à faire du faux monnayage et il dévaluerait l'ensemble de tous les Bitcoins à lui seul. Donc en gros il n'y a aucun intérêt pour quelqu'un de prendre l'ascendant. Et le jour où quelqu'un s'en est approché, lui-même, il a vu qu'il y avait des baisses, il y avait des variations sur les cours, les gens ont commencé à avoir peur, il s'est lui-même dilué, ça arrive quand même rarement dans l'histoire d'une entreprise, il s'est lui-même dilué pour dire non, excusez-moi, je ne voulais pas remettre en cause un quelconque doute là-dessus, le modèle doit rester ce qu'il est, personne, pas même le pire des requins, ne veut prendre la tête de ce système, parce que c'est dans son intérêt. Et c'est ça qui est dingue. Vous disiez tout à l'heure que le Bitcoin avait vocation, enfin si le Bitcoin avait vocation à succéder à l'étalon or en disant je vais défendre l'or. Mais en fait je ne pense pas qu'il soit nécessaire de défendre l'or puisque il peut y avoir une coexistence tout à fait pacifique, une complémentarité comme ce fut le cas avec les métaux quand l'or circulait avec l'argent, avec le bronze, selon un système bimétallique alors qui n'était pas toujours très parfait parce qu'on parfois on fixait des cours de manière débile. Mais je veux dire la circulation de plusieurs actifs qui concurrents qui ont une utilité monétaire n'est absolument pas une anomalie au regard de ce qui s'est longtemps fait dans l'histoire de la monnaie. La concurrence n'implique pas forcément une rivalité mortelle. La concurrence, étymologiquement, c'est concourir, c'est courir avec, c'est accourir avec. Donc on peut très bien imaginer un monde finalement où ces deux actifs circulent et en fonction des préférences subjectives des uns et des autres, certains utilisateurs pour des raisons de prestige historique, pour des raisons de tangibilité matérielle vont préférer les métaux précieux, d'autres pour des raisons idéologiques vont préférer le Bitcoin qui se distingue quand même de l'or du fait de la nature décentralisée de la gouvernance et le fait qu'on essaye quand même d'échapper à toute possibilité de censure parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a aussi cet aspect idéologique là. Aujourd'hui, quand vous prenez à l'échelle mondiale, vous avez une bonne partie de l'humanité, une moitié de l'humanité qui vit encore sous un régime autoritaire. Et le problème de l'or, c'est que pendant très longtemps, effectivement, c'était un métal qui était idéal pour les fonctions monétaires, mais c'était aussi un métal qui dépendait d'une infrastructure bancaire centralisée sur lesquelles les gouvernements corrompus pouvaient facilement agir, confisquer. Et là où le Bitcoin veut se différencier de l'or, c'est précisément par son caractère résistant à la censure, résister à la prédation politique qui malheureusement a eu la peau de l'étalon or au cours du XXe siècle. Alors je ne veux pas vous faire peur, mais comme toutes les monnaies privées, il y a quand même un risque que les États finissent par remettre la main dessus. En tout cas, ils y travaillent beaucoup, ils n'y arrivent pas pour l'instant, mais la régulation, vous n'avez pas le droit d'en parler, vous êtes PAPSAN en ce moment, vous n'avez plus le droit de parler des cryptos.
Enfin, il y a quand même des grosses tentatives bien lourdes des États. Et c'est prévu pour, le produit a été conçu pour ça. C'est-à-dire Ouais. on est tous acculturés, vous savez, à la leçon de Montesquieu, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et donc, je pense que les créateurs du Bitcoin, qui étaient en effet influencés par la philosophie libertarienne qui est la mienne personnellement, eh bien se disent, voilà, on veut recréer une monnaie de qualité, l'or c'était bien, mais malheureusement, les gouvernements corrompus ont eu la peau de l'or mettant en œuvre toutes sortes de persécutions, parfois très violentes au cours de l'histoire contre les détenteurs d'or. Il ne faut pas oublier que, par exemple, sous la Révolution française, pendant la période des assignats, celui qui détenait de l'or, qui voulait échanger de l'or, pouvait être condamné à mort. C'était quand même très violent. Alors, théoriquement, on peut condamner à mort aussi les détenteurs de Bitcoin. Simplement, c'est quand même des mécanismes. En tout cas, l'infrastructure est telle qu'il est plus compliqué pour un régime autoritaire de saboter les échanges avec un actif administré par une infrastructure décentralisée. Pareil, on peut l'interdire légalement, c'est-à-dire dire si on prend quelqu'un à l'utiliser, si on sait que quelqu'un l'utilise, on peut le sanctionner. Mais alors l'interdire techniquement, faire en sorte qu'il ne soit pas utilisable, oui, on peut couper Internet et l'électricité, c'est sûr que ça rendrait ça très compliqué pour d'accès, mais je pense qu'on aura bien d'autres problèmes si on coupe Internet et l'électricité que des gens qui se plaignent de ne pas pouvoir utiliser leur Bitcoin. Donc non, la réalité c'est que il a été pensé pareil. Il y a des gens qui disent qu'est-ce qui se passe si un jour ils interdisent demain, est-ce que ce serait la fin du Bitcoin ? Beaucoup pensent que oui, parce que même si on nous dit voilà, vous avez encore une fois, on est très loin de la peine de mort, mais si vous l'utilisez, vous pouvez être sanctionné et ça peut être très grave et jusqu'à une sanction. Et là, en l'occurrence, c'est pas possible et au contraire, ça viendrait valider la position de Bitcoin et pour beaucoup, ce serait mais attendez, dans une libre concurrence de la monnaie, si votre monnaie était si saine que ça, si votre monnaie était si utile, proprement garantie, si vous n'étiez pas en train de la diluer, pourquoi interdire le Bitcoin? Vous avez peur de quoi réellement, concrètement, sur une monnaie qui est libre et qui est utilisée par du pur consentement? Vous avez simplement peur que celle que vous imposez ne soit plus utilisée. Pour moi, la meilleure réponse... Ce qui en dit long déjà. Ce qui en dit déjà très Ce qui en long. dit long sur la perception des banquiers centraux sur la propre monnaie, puisqu'en économie, l'usage de la force est toujours un signe de faiblesse. Je ne vais pas terminer mieux que ça. Mais bravo, mais vous êtes tous les deux d'accord, c'était un peu prévisible. Si je repars sur l'or, l'or a quand même des sous-jacents qui sont très différents du Bitcoin. Alors je vais faire exprès de citer Proudhon, parce que c'est toujours agréable de citer le père de l'anarchisme face à un libertarien. Mais Proudhon disait qu'effectivement les sous-jacents en tension s'équilibraient. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui fait, à la différence du Bitcoin, qui n'a pas encore de nombreux sous-jacents, que l'or est plus stable? C'est vrai que l'or a un avantage, c'est qu'il y a toutes sortes d'utilités artisanales, industrielles, qui... le bijou en Inde, c'est des pays carrément, il y a de la culture. Exactement, tout à fait, qui fait que les agents économiques que nous sommes... on tend à conférer à ce métal une valeur liée à ses usages multiples. Donc ça, c'est l'avantage effectivement comparatif de l'or, à n'en pas douter. Le Bitcoin a un autre avantage comparatif. Certes, on ne peut pas utiliser du Bitcoin pour faire des bijoux, en tout cas, voilà. Mais ce qu'on achète quand on achète du Bitcoin, c'est une infrastructure, c'est en fait un ensemble de règles. On achète l'adhésion à un système finalement politique, contractuel, consensuel, décentralisé. Donc ce sont deux produits différents qui pour moi ne s'opposent pas puisque j'y vois vraiment une complémentarité. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je n'oppose jamais le Bitcoin à l'or. Je dis voilà, ce sont deux actifs qui ont chacun leur rôle, leur fonction, leur utilité, leur finalité. Et plus finalement la multiplication d'actifs, de réserves de valeur pour permettre aux classes laborieuses d'échapper au faux monnayage et à la répression financière est toujours une très bonne chose. Donc plus il y a de concurrence sur ce marché-là, mieux je me porte. Je vais passer aux questions qui sont nombreuses sur le chat en ce moment. Alors, effectivement, il y a pas mal de questions sur le risque par rapport aux crypto-monnaies et notamment au dysfonctionnement de certaines cryptos. Alors, l'exemple type, c'est le fait que Tether et son USDT ne soient pas complètement adossés à une réserve équivalente en dollars, ce qui revient à dire, Fergan, ce que vous reprochez aux premières banques qui n'avaient pas la bonne compensation par rapport au billet. La particularité, c'est que oui, mais pour le coup, ça ne concerne pas Bitcoin du tout, parce qu'on en revient certes à un socle techno qui est la blockchain,
mais à une confiance d'entreprise centralisée. Donc pour le coup, ça, on ne peut que dire oui, c'est vrai. Là, mine de rien, ça reste une crypto-monnaie, mais ce n'est pas décentralisé. Et donc à ce moment-là, on en revient à la confiance que l'on porte en son tiers. C'est tout. Ouais. Moi, c'est la raison pour laquelle je ne me présente jamais comme un défenseur des crypto-monnaies, parce qu'en soi, les crypto-monnaies, ça ne veut rien dire. Il y a une telle variété de crypto-monnaies que toutes ne se valent pas. En effet, moi, je trouve que parmi toutes les cryptos qui existent, le Bitcoin est l'actif le plus crédible. J'ai tendance à me méfier des projets un peu bizarres, avec une absence totale de limites, d'émissions telles que ça peut exister pour certaines crypto-monnaies. Effectivement, quand on a des stablecoins fondés sur des réserves dont on ne connaît pas vraiment leur crédibilité, en fait, on revient au défaut originel des premières banques commerciales et centrales. C'est-à-dire que c'est comme ça que l'étalon or finalement est mort. C'est-à-dire qu'à force d'émettre plus de monnaie qu'on a d'or en réserve, on a fragilisé le système financier et bancaire. On s'est exposé à des paniques bancaires récurrentes, et on a aussi créé des cycles économiques, puisque ce que les économistes dits autrichiens disent, c'est que précisément les crises économiques et financières qui nous accablent depuis des décennies, voire des siècles, viennent de cette tendance à gonfler parfois excessivement la masse monétaire et l'émission de crédit, sans qu'il y ait une correspondance d'épargne suffisante. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez raison de dire qu'il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie et bien affirmer que toutes les crypto-monnaies ne se valent pas, ça c'est certain. Ouais, parce qu'on est quand même d'accord, Owen, même si Bitcoin est la reine des cryptos, on va dire, ça reste un monde très lié à la communication. On l'a bien vu dès que Elon Musk fait un tweet dans un sens, dans un autre. Donc si effectivement Shiba, Dogecoin sont finalement des choses qui peuvent être rigolotes, mais pas très sérieuses, est-ce que ça risque pas de dégrader tous les autres projets ? Alors, dégrader tous les autres projets sur leur image, sans aucun doute, parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas les crypto-monnaies, s'il entend parler du Shiba pour la première fois, il va avoir une piètre image du Bitcoin sans même comprendre ce qu'il y a derrière. Ouais. Mais quelqu'un qui se renseigne et qui regarde, il comprend naturellement que toutes les crypto-monnaies n'ont rien à voir les unes des autres. Tout comme un jour, il y aura peut-être des banques, des crypto-monnaies de banquiers centraux qui n'auront rien à voir avec les valeurs du Bitcoin. Je ne veux pas insulter l'avenir, mais autant poser les bases maintenant. Et le fait est qu'il faut déjà faire ses propres recherches toujours. Il ne faut pas les comparer. C'est un socle, pour moi, c'est une technologie. Hein, c'est un peu comme Internet. On peut très bien faire un truc incroyable avec un site Internet, tout comme on peut faire des horreurs. Il ne faut pas les comparer les uns les autres. Ils sont totalement différents sur leur proposition de valeur, leur utilité, et donc ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Bien que Bitcoin ait donné de si bonnes valeurs qu'il y a certaines autres crypto-monnaies qui essayent de s'en inspirer, qui essayent d'améliorer le socle technique, mais de garder certaines valeurs de transparence, certaines valeurs de décentralisation. Et donc ça a apporté Bitcoin, en plus d'être déjà la plus grosse et d'être toujours le cas aujourd'hui, c'est l'étalon pour beaucoup de crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies qui n'ont pas de cours en euros et en dollars, mais elles ont un cours en Bitcoin. Et en plus de ça, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui, pour faire quelque chose de bien, veulent garder la valeur de la décentralisation, veulent garder une supply illimitée. Donc, en plus d'être la base et la plus grosse des crypto-monnaies encore aujourd'hui, Bitcoin a inspiré la plupart d'entre elles. J'aimerais dire toutes, mais il y en a quand même beaucoup qui viennent. C'est une tendance, c'est un effet de mode, il y a des gens qui viennent. Et puis, mine de rien, on veut que les gens puissent récupérer leur autonomie financière. On doit également permettre que si quelqu'un a envie d'acheter une crypto-monnaie qui ne sert à rien, ça fait partie de la liberté financière. S'il a envie de faire ses propres bêtises, il a le droit parce que c'est sa propre liberté. Voilà, tout simplement. Ceci dit, effectivement, ouais, c'est bien de rappeler que il faut bien séparer tous les projets de crypto-monnaies, les distinguer les uns par rapport aux autres. Ça vaut aussi pour les projets, les monnaies numériques de banque centrale, qui pour moi sont des arnaques absolues. C'est-à-dire que les banques centrales qui veulent émettre des monnaies numériques, alors, soit elles n'ont rien compris à l'intérêt de Bitcoin, soit elles sont vraiment malveillantes, parce que, encore une fois, on ne comprend pas que la valeur ajoutée de Bitcoin, ce n'est pas nécessairement la fin des intermédiaires, puisque de fait, il y a un écosystème qui se crée, il y a des tiers de confiance. Ce qu'on veut en revanche, c'est que ces intermédiaires n'aient pas la capacité de manipuler la masse monétaire. C'est ça qu'on recherche. Or, une monnaie numérique administrée par une banque centrale, de facto, sera administrée donc par une institution qui a un pouvoir de faux monnayage illimité. Donc ça n'a plus beaucoup d'intérêt, puisque, encore une fois, on revient dans un monde où finalement on peut faire varier la masse monétaire comme on souhaite, alors que la grande leçon finalement du Bitcoin, qui est celle de l'économie autrichienne et même d'une certaine école libérale depuis 2-3 siècles, c'est que
on n'a pas besoin de faire varier la masse monétaire. On n'a pas besoin que cette masse monétaire évolue constamment. Une économie peut tout à fait tourner avec une masse de monétaire fixe et en ce sens, l'inflation n'a aucune valeur ajoutée si ce n'est de manipuler les flux de revenus au sein d'une collectivité et de permettre aux faux monnayeurs de s'enrichir indûment au détriment des derniers qui seront de ceux qui seront les derniers à recevoir la fausse monnaie conformément à ce qui s'appelle l'effet Cantillon. Ça ressemblera plus à une monnaie numérique centralisée dans une base de données qu'à une monnaie dans la blockchain qu'on appelle une crypto-monnaie. Parce que oui, elle pourra être basée sur la cryptographie, mais quand on parle d'une crypto-monnaie, on englobe les valeurs que Bitcoin a voulu montrer et le fait que ça puisse être à la fois transparent, à la fois décentralisé, etc. etc. Et ça, c'est certain. Toutes les banques, toutes les crypto-monnaies d'État ne seront peut-être pas non plus toutes les mêmes, mais globalement, on peut quand même s'interroger sur leurs intentions. Voilà, oui, ça reste c'est de la digitalisation de monnaie, sans doute. On va changer de support, ce sera peut-être utile d'un plein de points, mais ça va également donner un contrôle et une facilité de prise de contrôle. Enfin, même George Orwell lui-même n'était pas capable de prévoir un truc comme ça. Ouais. On va reprendre ce sujet sur la manipulation des cours, parce que vous savez que les gens qui sont dans l'or ont souvent de nombreux sujets sur la manipulation des cours, parce qu'au cours des siècles, le cours de l'or a souvent été, de manière fantasmée ou réelle, manipulé. Et donc, est-ce que aujourd'hui, avec Bitcoin, et notamment avec les baleines qui peuvent vendre ou acheter et plutôt vendre d'un seul coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque de manipulation des cours quand même? Owen. Alors, que Elon Musk, est-ce qu'il manipule pas des cours quand il s'amuse à faire des tweets pour faire monter ou descendre? Alors pour moi c'est différent. Il y a la manipulation parce qu'on a une grosse quantité de valeur, donc on peut faire un effet de pression de vente et d'achat. Et pour moi, plus la valorisation, plus ce sera liquide, moins ce sera le cas. Mais on peut très bien avoir quelqu'un qui prend une position dominante. Encore une fois, rappelons-le, le réseau est transparent, on peut voir si c'est le cas et on peut vraiment stigmatiser ceux qui essayent d'utiliser ces leviers. De là à vous dire que c'est impossible de l'empêcher, je ne suis pas capable de répondre. Par contre, un Elon Musk, c'est quelqu'un qui a une portée mondiale, qui dépasse de très très loin ce tout petit écosystème qui est les crypto-monnaies. Et donc naturellement, lui, il peut faire aujourd'hui sur du marketing un gros effet. Alors effectivement, aujourd'hui, le pouvoir de marché, étant donné que le marché est encore très petit, fait que le pouvoir de marché aujourd'hui est très concentré. Donc ce qui explique la volatilité, ce qui explique moins de mouvements de panique et des amplitudes assez élevées, mais qui, comme l'a dit Owen tout à l'heure, à mon avis, sont amenés à être réduite à mesure que la taille du marché s'étend. Maintenant, pour revenir sur Elon Musk, il faut rappeler que Elon Musk, à lui tout seul, il n'a pas la capacité de manipuler un marché. Il y arrive parce qu'il y a des gens un peu crédules qui l'écoutent, qui lui accordent de la crédibilité en la matière et qui du coup réagissent en fonction de ces... Voilà, il ne tient qu'à nous, finalement, de ne pas suivre Elon Musk chaque fois qu'il fait des clowneries, parce qu'il en fait beaucoup. Et c'est déjà le cas d'ailleurs. Hein. Quand on voit ses tout premiers tweets, la première fois qu'il a dit qu'il était intéressé, ça faisait quelque chose. Bon, s'il annonce « je vais mettre 3 milliards », ça va quand même avoir un impact supérieur. C'est pas un risque qui est propre aux crypto-monnaies. En fait, n'importe quel actif boursier peut faire l'objet de telles manipulations. Maintenant, c'est aussi à ceux qui font marché, donc les utilisateurs que nous sommes, eh bien d'être suffisamment mûrs pour ne pas se laisser influencer par des provocations qui, à mon avis, effectivement, desservent plus la marchandise qu'autre chose. Est-ce que le minage des crypto-monnaies est compatible, question récurrente, avec les objectifs écologiques? Oui, totalement. Alors, il y a une perspective d'évolution, il y a des choses à faire. On va parler du minage, donc bel et bien du proof of work. Hein, on ne parle pas de 99% des autres crypto-monnaies qui utilisent des protocoles qui consomment jusqu'à 1000 fois moins. Mais il y a plein de choses. Déjà, sur la récupération de chaleur. D'accord ? La différence entre un chauffage et un mineur, c'est que le mineur, il sécurise des transactions en dégageant de la chaleur. Le chauffage, lui, il dégage juste de la chaleur. Donc un mineur, déjà, c'est un meilleur chauffage qu'un chauffage, pour moi. Donc déjà, il y a de la récupération. Et il y a des chaudières qui minent. Et il y a des chaudières qui minent. Il y a une société en France, d'ailleurs, qui s'est lancée là-dedans. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses sur ce segment-là. En plus de ça, une grande partie, c'est de l'énergie qui, elle, est...
géothermique, énergie renouvelable, et pas parce que les êtres humains sont des bons samaritains qui pensent à la planète à chaque fois qu'ils veulent sécuriser la blockchain Bitcoin, mais simplement parce que c'est l'énergie la moins chère. C'est l'énergie la moins chère, pas parce que c'est de l'énergie renouvelable, mais parce que personne ne déménage en Islande pour payer moins cher sa facture d'électricité. En tout cas, si vous en connaissez un, dites-le moi, ce serait vraiment beaucoup d'engagement pour pas grand-chose. Par contre, aller installer des mineurs là-bas, oui. Pareil, il y a plein de choses, notamment le taux d'effacement dans les barrages hydroélectriques. On a des moments où on a des surplus d'électricité qu'on n'utilise pas. Et pourtant, c'est juste de l'eau, donc autant prendre. Hein, c'est de l'eau qu'on fait passer au-dessus du barrage, c'est de l'eau qui n'en génère pas. L'électricité a du mal à se stocker encore pour l'instant. Donc il y a plein de raisons. Puis quand on rentre vraiment en profondeur dans le sujet, on se rend compte qu'il y a des choses à faire. Il y a une amélioration à voir. Par contre, c'est sûr que comparons le Bitcoin à d'autres systèmes de transactions, d'émissions monétaires, de distributeurs de banques, de paiement, ça prend du sens. Comparer le Bitcoin à une petite ville, ça sert à rien du tout, ça n'a pas de sens, ce n'est pas comparable, et du coup on peut entendre des gros titres qui font cliquer, qui génèrent de l'intérêt et de l'interaction, qui est l'objectif des médias. C'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler. Il y a des choses à faire, c'est sûr, mais loin d'être une aberration écologique, et plus d'une sont les études qui l'ont prouvé aujourd'hui. La question écologique, pour moi, elle se résume assez simplement. C'est de toute façon, c'est la qualité des énergies qu'on utilise. Si effectivement on est dans une utilisation fossile, alors effectivement on va produire des nuisances qui, au regard de l'enjeu climatique, sont problématiques. Mais maintenant, il ne tient qu'à nous effectivement de migrer tous ensemble vers des énergies décarbonées, et à ce moment-là, le problème sera résolu. Donc moi, je considère aujourd'hui que les arguments écologiques, c'est un prétexte, c'est-à-dire que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Bitcoin dérange beaucoup dans l'establishment politique et financier. Ça dérange les politiciens qui ont peur d'être ubérisés, de perdre leur monopole et donc leur rente et leur capacité à utiliser le faux monnayage à souhait. Ça dérange beaucoup de banquiers qui bénéficient de ce qu'on appelle la fonction de prêteur en dernier ressort de la Banque centrale, qui aujourd'hui permet de sauver les banquiers qui font n'importe quoi au lieu de les laisser faire faillite. Et donc ces gens-là savent très bien que dans un système où la création monétaire illimitée disparaît, eh bien on retrouve une discipline de marché qui a disparu dans le monde de la finance. Et donc on en vient à développer toutes sortes d'arguments fallacieux pour finalement contester un actif qui met en danger beaucoup de rentes indues. Est-ce que c'est une partie de votre ouvrage, Les écologistes contre la modernité? Je ne parle pas beaucoup de Bitcoin dans mon ouvrage, je me suis concentré vraiment sur le rôle de la civilisation industrielle. Mon propos est très simple, il consiste à dire arrêtons de fantasmer un passé idéalisé qui n'a jamais existé sur le plan environnemental. On meurt bien plus de la pollution de l'air, de l'eau dans les pays pauvres que dans les pays riches. Et notre civilisation technologique a évidemment les moyens de résoudre le changement climatique sans qu'il soit nécessaire de revenir à la révolution néolithique, comme le souhaitent certains décroissants. Le retour à la nature. Alors, toujours des questions sur les risques de prise d'intérêt des États. Ça intéresse beaucoup les gens. C'est-à-dire qu'en clair, ce que vous avez dit sur la possibilité d'autonomie, d'indépendance, de non-récupération par les États de Bitcoin et des autres crypto-monnaies, en fait, on voit ce que me dit la personne là, des organismes comme la SEC, donc aux États-Unis, qui commencent à mettre un peu de pression, comme il y a eu avec Ripple, sur les projets crypto. Un peu de pression. Ils en brisent, et des fois, je prends l'exemple de Coinbase qui a voulu émettre une solution de lending de stablecoin. Ils ont dit bon non, on considère que c'est un security, vous n'avez pas le droit. Attendez, selon l'interprétation de la loi et selon tous les angles que vous pouvez prendre, ce n'est pas un security. Oui, mais non. En gros, c'est à peu près la réponse que la Security Exchange Commission a fait à Coinbase. Donc, on commence à le sentir. On commence à le sentir parce que c'est très simple. À un moment, on se rend compte qu'on veut protéger son émission monétaire. Donc, c'est un postulat. On n'est plus là à aimer ou pas les crypto-monnaies. Factuellement, il y a quelque chose. Donc, on en est à dire non, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. On vous dit c'est pas bien. En gros, on ne peut pas simplement dire non, j'aimerais pouvoir continuer à faire de la création monétaire ex nihilo. On ne peut pas le dire comme ça. Alors forcément, on se base sur des choses qui peuvent mener à réflexion, qui peuvent « Ah, ça pollue, le blanchiment d'argent. » Ah non, on se rend compte qu'en fait, ça blanchit tout au plus autant que les autres monnaies. Ah bon, bah alors cet argument, on ne peut plus, on va passer à autre chose. À un moment, on va arriver à un moment où on pourrait peut-être se retrouver comme un animal acculé qui va simplement dire « Bon, on interdit le Bitcoin parce qu'on n'a rien d'autre. » Et là, ce serait une grosse preuve et on arriverait à finalement ce modèle de... Il n'y a aucune autre excuse que de le laisser se développer naturellement et d'assainir la monnaie, l'euro ou le dollar ou les autres monnaies fiat. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme de mauvaise foi des États, des régulateurs, des banques centrales. C'est-à-dire, si ces gens-là veulent tuer le Bitcoin et tuer l'avantage comparatif du Bitcoin, c'est très simple qu'ils se mettent à administrer une monnaie saine. Et à ce moment-là, si les monnaies de demain deviennent saines et deviennent affranchies de tous les défauts, de tous les reproches formulés au cours de cette émission,
le Bitcoin perdrait son avantage compétitif. Mais effectivement, ces gens-là ne veulent pas d'administrer une monnaie saine. Les banques centrales n'ont pas été créées pour ça, contrairement à ce qu'on entend régulièrement. Alors, effectivement, on verse dans la mauvaise foi en sous-entendant que la création monétaire en tant que telle serait quelque chose de bien et conforme à l'intérêt général. Mais on sait très bien que ce n'est pas vrai. Et que si la création monétaire était vraiment conforme à l'intérêt général, mais pourquoi ne pas tous nous donner une planche à billets pour qu'on puisse chacun imprimer de la monnaie, chacun chez soi? On se rendrait tous service. On se rendrait service. La réalité, c'est que les États sont parfaitement conscients du pouvoir nuisible de la création monétaire. La preuve, c'est que cette création monétaire, elle a quelquefois été utilisée comme arme de guerre. Il faut savoir, par exemple, que sous la Révolution française, les Anglais ont multiplié les faux assignats pour saboter l'économie française, même si à mon avis, on n'en avait pas besoin. C'est-à-dire qu'on se sabotait très bien tout seul. On sait que Napoléon songea à infliger le même sort aux pays européens qu'il combattait. Donc il y a dans l'attitude des États, finalement, la conscience que la création monétaire en tant que telle, c'est une arme capable d'euthanasier ceux que l'on cible, et donc cette arme, ils ne veulent pas la perdre, mais il faut bien un moment qu'on s'élève contre une injustice qui pervertit encore une fois la fonction de la monnaie, puisque si le but d'une monnaie c'est de disposer d'une réserve de valeur crédible, alors l'inflation en tant que telle est toujours un objectif indésirable. Chaque fois qu'on entend objectif d'inflation dans les médias, il faut toujours voir rouge. Ça n'a strictement aucun fondement scientifique et philosophique. Puis la dominance du dollar, on le voit sur la dominance du dollar, il n'y a pas que les trois fonctions de la monnaie, en tout cas pas pour ceux qui les mettent. Le dollar, c'est également un moyen de contrôle sur plein de choses, sur l'économie, sur... Donc naturellement, il n'y a plus que ces trois fonctions, comme une monnaie devrait représenter ces trois fonctions pour les gens qui l'utilisent. Malheureusement, non, c'est également un outil de contrôle. Pour compléter ça, il y a une des questions qui est est-ce que le e-yuan, donc la crypto chinoise, n'est justement pas, comme Napoléon, une arme pour se développer et développer l'Empire? C'est un CQFD. C'est une arme pour que le Parti communiste chinois, qui est l'une des pires organisations criminelles de l'histoire, une organisation totalitaire, puisse effectivement renforcer son contrôle total sur sa population. Et le simple fait que ce soit la Chine qui soit en pointe sur les monnaies numériques de banque centrale devrait nous alerter sur la finalité complètement malveillante de ce genre de projet. Et ça en dit long aussi sur la mentalité de ceux qui sont fascinés par cet outil. Ces gens-là ne sont pas vraiment des démocrates. Enfin, on ne peut pas les appeler ainsi, on ne peut pas les qualifier en tout cas ainsi. On a vu avec l'or, le cours de l'or qui montait ou qui descendait à cause de l'or papier, donc avec des produits financiers basés sur l'or. Comme il va y avoir de plus en plus de produits financiers basés sur le Bitcoin, est-ce qu'il n'y a pas un risque de Bitcoin papier qui influence aussi le cours? Qu'est-ce qu'on entend par Bitcoin papier? C'est-à-dire des produits financiers, des ETF liés au Bitcoin. Alors, à partir du moment où quelqu'un, pour émettre quelque chose, est censé garantir, parce que c'est le concept de l'ETF, on est censé garantir, normalement, s'il y a un bon audit transparent et visible, oui. Par contre, comme tout ETF, encore une fois, c'est une entité qui est censée, si l'audit est biaisé et qu'on émet quelque chose sans avoir en stock, on en revient sur la fameuse question du quelle est la confiance du tiers ou de l'ETF. Mais après, il y a des ETF très bien faits, très solides et très bien audités, qui techniquement, si c'est respecté, on ne devrait pas en arriver là. C'est vrai que moi j'ai du mal alors peut-être que je me trompe, mais j'ai du mal à comprendre l'intérêt d'un ETF Bitcoin. Je veux dire, c'est un actif virtuel finalement qui est le Bitcoin est un actif numérique qui est assez facile d'obtenir. L'intérêt d'un ETF, c'est d'avoir un substitut commode quand on ne veut pas détenir l'actif pour toutes sortes rester dans la loi. De raisons. La régulation. Oui, d'accord, ok. Redonner à la finance un peu de pouvoir. Augmenter le levier, mais c'est pour modifier des petits paramètres qui pour moi ne sont pas... Ce n'est pas pour modifier le vrai fond du Bitcoin. Quand on utilise un ETF, c'est soit parce qu'on veut le proposer à ses clients, mais on n'a pas le droit dans un pays. Donc on met une enveloppe légale qui fait qu'on a le droit. Pour moi, c'est plutôt pour ça qu'on les voit. Ou alors parce qu'on est complètement fou et qu'on se dit ça pourrait être 5 fois plus volatile que du Bitcoin normal. Et là, on se dit waouh. Mais voilà. Dernière question parce qu'il est l'heure. Alors, elle est un peu triste pour vous, mais quel serait le prochain signe noir? Mais comme c'est le thème de notre conférence suivante, le prochain signe noir pour la crypto, un gros virus informatique qui bloque tout? J'aimerais bien voir ce qui peut bloquer Bitcoin, tiens. Je suis sûr que ça le rendrait encore plus solide après si on trouvait une solution, quoi qu'il arrive. Mais là, pour le coup... Le signe noir, pour moi, ce serait que les banques centrales deviennent sages. Pour Bitcoin, ce serait un signe noir. Mais comme j'y crois peu,
je me dis qu'on peut raisonnablement être insouciant sur ce plan-là. Non, pour moi, il y a des choses qui pourraient toucher tellement l'ensemble de la société et créer des problèmes si forts qu'on ne serait même plus à une question de Bitcoin ou pas. On ne rentrerait plus sur une question de problème long terme comme Bitcoin propose une solution. Si demain, on a un vrai gros souci qui touche tous les citoyens et tout, on peut se détacher encore plus de ça et sortir d'une ère technologique où là, maintenant, tout de suite, ce n'est plus la priorité. Mais c'est l'effondrement. La collapsologie. Mais pour moi, je vois rien d'autre qui pourrait être aussi... là, ça va encore plus loin. Il y en a certains qui poussent. Mais non, pour moi, il n'y a pas de... Sur le développement de la société comme elle est aujourd'hui, un vrai signe noir pour le Bitcoin, ce sont des banques centrales qui se décident à rendre la monnaie qu'on utilise plus saine. On est large. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci pour l'ensemble de vos questions et donc de vos réponses, messieurs. J'espère que vous êtes arrivés à vous faire une opinion sur un sujet qui risque d'être encore d'actualité dans quelques années.